Je m'excuse d'avance pour tout le bruit qui risque d'y avoir dans cette vidéo. Il y a un échafaudage qui est en train d'être mis en place pile sur l'immeuble juste en face de la fenêtre ici. Je crains le pire, je sais pas du tout pourquoi ils font ça. Mais malheureusement je suis obligée de filmer maintenant parce que sinon j'arriverai pas à vous sortir la vidéo. Donc je suis désolée vraiment s'il y a du bruit, je vais essayer de réduire au maximum. Voilà, si jamais vous entendez du bruit c'est ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que vous êtes contents aussi. Merci beaucoup de m'avoir attendu depuis quelques semaines. Si jamais vous me suivez que sur YouTube et pas forcément sur les autres réseaux sociaux, vous avez peut-être pu passer à côté de l'information. J'avais essayé de communiquer sur le fait que je serais absente pendant quelques semaines, je savais pas exactement combien de temps, mais j'en avais vraiment besoin pour travailler sur un autre projet. Ce que j'ai pu faire, j'avais vraiment un délai à respecter, donc j'étais un petit peu obligée de m'y consacrer à 100%. J'ai pu aussi en profiter pour me reposer un petit peu, et ça y est, maintenant je peux reprendre et revenir. Donc moi ça me fait trop plaisir de reprendre les vidéos. Je vous avais dit, il me semble, ça fait un moment maintenant, mais il me semble que dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je commencerai 2021 avec une histoire heureuse, qui se termine bien, et bien figurez-vous que ce ne sera pas du tout le cas dans cette vidéo. J'avais envie de le faire et puis finalement non, je crois qu'on se refait pas. Donc comme vous allez le voir et comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire du radeau de la Méduse. Je pense que vous êtes nombreux à connaître ce très célèbre tableau de Théodore Géricault, mais peut-être que vous connaissez pas exactement l'histoire qui se cache derrière. Donc c'est ce que je vais vous raconter dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous êtes installés bien confortablement, que vous avez éteint vos lumières, et si vous êtes prêts, c'est parti. La Méduse, c'était le nom d'un bateau, d'une frégate française plus précisément, qui a navigué au début du 19e siècle, entre 1810 et 1816 pour être exact. Cette frégate, elle appartenait à l'État français sous l'empire de Napoléon Bonaparte, et ce qui est assez intéressant quand on connaît le destin tragique qui l'attend, c'est que au moment de son lancement, il y a plusieurs personnes qui auraient tenu des propos d'ordre un petit peu prémonitoire. Il y a notamment l'historien Camille Mélinet qui avait écrit dans son ouvrage Histoire de la commune de Nantes la tristesse inexplicable qu'il avait pu ressentir au moment de la cérémonie du lancement de la Méduse, ou encore ce matelot qui au moment de découvrir la proue du bateau aurait déclaré « une mauvaise tête qui nous portera malheur ». Bon, entre nous, il s'agit probablement juste de simples coïncidences. Le milieu marin est un milieu quand même très très superstitieux, donc ça m'étonnerait pas réellement que à chaque lancement d'un nouveau bateau, il y ait toujours quelques personnes pour venir jouer les oiseaux de mauvais augure. Pendant plusieurs années, la Méduse va naviguer, notamment jusqu'à Batavia, qu'on appelle aujourd'hui Jakarta et qui se situe en Indonésie, mais également dans l'océan Atlantique, aux Antilles, etc. Et puis on en arrive à l'année qui nous intéresse, c'est-à-dire 1816, mais avant que je vous parle du naufrage de la Méduse, je vais vous donner quelques éléments pour contextualiser un petit peu toute l'histoire qu'il y a derrière. Vous allez le voir, c'est réellement déjà intéressant, mais surtout c'est important pour bien comprendre l'histoire de ce naufrage-là. En 1815, donc l'année précédente, l'empereur Napoléon Bonaparte a abdiqué, pour la seconde fois d'ailleurs, après l'énorme défaite de la bataille de Waterloo, et c'est le roi Louis XVIII qui va lui succéder après 23 années d'exil. Donc si vous voulez, on se trouve vraiment à un moment assez charnière où la France vient tout juste de redevenir une monarchie. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que au cours des guerres napoléoniennes, la France a perdu un certain nombre de ses comptoirs, c'est-à-dire des pays qui sont, on va dire, colonisés pour le commerce et qui sont désormais occupés par l'Empire britannique. Et Louis XVIII, quand il revient au pouvoir, il décide d'y envoyer des colons pour pouvoir les reprendre, et c'est le cas notamment du Sénégal. C'est donc pour ça que le 17 juin 1816, une division de bâtiments militaires, c'est-à-dire un groupe de bateaux, part de la France en direction de Saint-Louis au Sénégal.
Et dans cette division, comme vous l'aurez deviné, il y a évidemment le bateau qui s'appelle la Méduse, mais il y en a 3 autres qui s'appellent l'Écho, l'Argus et la Loire. Pour ce voyage, qui et que transporte la Méduse? Premièrement, elle transporte beaucoup de matériel militaire et notamment des armes, et puis elle va transporter tout un tas de passagers. Ils sont un petit peu moins de 400 en tout. Les chiffres sont pas toujours exacts. Moi je vais vous dire qu'ils étaient 392, ça change un tout petit peu selon les différentes sources que j'ai pu trouver, mais en fait on est toujours entre, on va dire, 390 et 400 passagers à peu près. Parmi eux, on va retrouver plusieurs figures un peu connues et célèbres de l'époque, notamment des explorateurs, où il y a une écrivaine aussi. Il va y avoir beaucoup de personnel administratif, donc des personnes qui sont envoyées pour finalement gérer tout ce que va devenir la colonie. Mais on a également des soldats qui font partie d'un bataillon d'infanterie de la marine, qui sont accompagnés de leurs épouses. Et puis, on a le colonel Schmaltz, qui a été nommé gouverneur du Sénégal par le roi, et puis le capitaine de la frégate, bien sûr, qui s'appelle Hugues Duroy de Chaumareix. Mais ce capitaine, je vais vous expliquer pourquoi il n'était vraiment pas idéal pour effectuer ce voyage. Premièrement, c'était un noble royaliste qui n'avait donc pas commandé en mer depuis à peu près 25 ans. Et deuxièmement, parce que c'était un noble royaliste, il était détesté par la grosse majorité des passagers et de son personnel d'équipage qui, eux, étaient finalement toujours pour l'empereur Napoléon. Donc comme vous vous en doutez, ça ne commence pas très bien, et en plus de ça, dès le départ, Duroy de Chaumareix, il va commettre des erreurs dans sa navigation. La première chose qui va pas aller, c'est que, si vous voulez, la Méduse est un bateau qui avançait plus vite que les 3 autres de la formation, et plutôt que de les attendre, lui, il va décider de tracer sa route, et finalement, en prenant de l'avance, il se retrouve complètement isolé. Et puis la deuxième erreur qu'il va commettre, c'est que plutôt de faire confiance à ses officiers avec qui il ne s'entend pas, comme je vous l'ai dit, il va plutôt écouter les conseils d'un passager, un certain Richefort, qui va arriver et se présenter en disant qu'il connaît très très bien la navigation et ces eaux particulières où ils vont naviguer, en disant qu'il a déjà fait le trajet plein de fois et qu'il est vraiment comme un as de la navigation. À cause de ça, le capitaine va commettre plusieurs erreurs dans ses calculs, dont une assez importante pour estimer la position du bateau, et il va se croire beaucoup plus au sud qu'il ne l'était en réalité. En gros, on en arrive à un moment où Duroy de Chaumareix et Richefort sont absolument persuadés d'avoir déjà dépassé le banc d'Arguin, qui est une zone très très dangereuse pour la navigation des bateaux parce que c'est une zone très peu profonde en eau où les fonds sont très hauts et où il y a de grosses possibilités de s'échouer. Et généralement, ce que font les bateaux, c'est qu'ils décrivent un très grand détour pour éviter cette zone-là. Eux, à ce moment, pensent qu'ils l'ont déjà dépassé, donc qu'ils peuvent aller tout droit, alors qu'en fait, ils se trouvent en plein dedans. Le 2 juillet, au matin, l'eau autour du bateau est beaucoup plus d'une couleur vert turquoise que bleu profond. Ça signifie que le fond est très très près de la coque du bateau, mais le capitaine Duroy de Chaumareix décide de ne pas s'en inquiéter. Et ce qui devait arriver arriva. Ce jour-là, à peu près aux alentours de 15 h, la Méduse percute un haut fond et elle s'échoue sur un banc de sable à peu près une 50aine de kilomètres au large de la Mauritanie. Tous les passagers sont alors complètement... Putain, il y a vraiment... Le sort s'acharne. Quoi? Quoi? Mais on peut pas parler tranquillement? Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Viens voir. Tu veux te montrer? Tu veux venir? Non, tu veux pas te montrer. Bah très bien. Bah très bien, mais alors file. Les rescapés ont raconté plus tard qu'à ce moment-là, un espèce d'énorme silence de plomb s'est abattu sur le bateau et ils ont décrit des visages anéantis, pétrifiés et hideux. Et l'un d'eux a même écrit « Il semblait que la Gorgone dont nous portions le nom était passée devant eux ». Mais le drame ne va pas s'arrêter là, parce que dans une situation pareille, si vous voulez, des marins vraiment expérimentés qui auraient été commandés par un chef vraiment capable de prendre les bonnes décisions et de les diriger rapidement, auraient pu s'en sortir, ils auraient réussi à se dégager du sable et à repartir. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, le capitaine était complètement dépassé, il n'avait pas forcément la bonne autorité non plus sur son équipage, donc ils ont perdu beaucoup de temps, et entre-temps, la marée est descendue, donc ils se sont retrouvés vraiment pris dans le sable.
Ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient sur la Méduse ont trouvé une autre solution. Ils se sont dit on va attendre que une prochaine marée arrive. Et le but, ça va être d'alléger au maximum le bateau. Donc on va sortir toutes les affaires, toutes les fameuses armes, le matériel militaire, des choses qui pèsent quand même très très lourd du bateau. On va les mettre en dehors et puis on va créer une espèce de radeau pour mettre tout cet équipement dessus. Ça permettra finalement à la Méduse d'être beaucoup plus légère et que quand l'eau va remonter, on puisse pousser le bateau pour le faire repartir. Donc c'est ce qu'ils ont fait, tous les passagers ont commencé à prendre des mâts, des planches, etc. pour construire cette espèce d'immense radeau, mais vraiment immense, il mesurait 20 mètres sur 7, imaginez-vous un peu ce que ça représente, avec pour objectif finalement de mettre tout le matériel évacué de la frégate dessus et pouvoir le transporter après. Et là, cette technique, elle est pas si mauvaise parce que du coup, le bateau étant allégé, l'équipage va réussir quand même à le dégager un petit peu du sable. Ils vont carrément réussir à le faire pivoter et à le faire avancer de 200 mètres, ce qui est quand même énorme. Et ça aurait presque pu fonctionner si le sort s'était pas acharné, puisque c'est à ce moment-là qu'une tempête s'est déclarée, qui a fait, si vous voulez, comme balloter le bateau de gauche à droite dans tous les sens. Et là, la quille s'est cassée et ça, malheureusement, ça veut dire que le bateau est complètement inutilisable, qu'il va finir, si vous voulez, par s'enfoncer, sombrer et ne pourra pas repartir. Et donc, la Méduse est définitivement coulée à ce moment-là. Et là arrive le second problème, qui est qu'il n'y avait pas suffisamment de canots de sauvetage pour mettre les 400 personnes que contenait la Méduse à la base. Il y avait, je crois que 6 canots, mais qui devaient être quand même relativement gros, et qu'en plus de ça, ces canots, ils étaient pas tous en très bon état, parce que à cause de ce qui s'était passé, certains prenaient l'eau. Et alors en secret, le capitaine du roi de Chaumareix, le colonel Schmaltz et Richefort, ce fameux passager là, qui avait déjà donné plein de très bons conseils, vont décider d'établir une liste de qui seront les personnes qui pourront monter sur les canots de sauvetage et qui vont être ceux qui restent, qui vont devoir monter sur le radeau. Tout ce que je vous ai raconté là a pris quand même pas mal de temps, donc on en est arrivé au 4 juillet, le jour où on décide de mettre les canots et le radeau à l'eau, et à ce moment-là, la situation est assez catastrophique parce que la plupart des marins ont débouché les réserves d'alcool et de vin et sont tous ivres, donc si vous voulez, toute cette organisation ne se passe pas dans les meilleures conditions. Et le pire du pire, le pompon vraiment, c'est que même le capitaine du roi de Chaumareix est complètement bourré et il ne gère rien du tout. C'est donc dans cette cohue que les passagers les plus prestigieux vont pouvoir prendre place à bord des canots qui peuvent encore naviguer. Et puis, après qu'on les ait plus ou moins remplis, eh bien on se rend compte qu'il reste à peu près entre 150 et 160 personnes qui vont devoir monter sur le radeau, qui va donc gagner à ce moment-là le surnom de la machine. Les naufragés qui montent sur la machine sont principalement des marins, des soldats, il y a aussi quelques officiers et notamment une femme qui est cantinière. Et pour que vous puissiez vous représenter un petit peu ce que ça donnait, toutes ces personnes étaient tellement serrées et entassées sur la machine qu'elles n'avaient pas la possibilité de s'asseoir. Donc elles devaient rester debout et se tenir un peu les unes aux autres, surtout pour celles qui étaient un peu sur les bords pour éviter de tomber à l'eau. Et en plus de ça, eh bien, le poids de toutes ces personnes fait que le radeau ne flotte pas très bien sur l'eau. Donc il s'enfonce et les personnes se retrouvent à avoir de l'eau jusque facilement aux genoux, voire à mi-cuisse. Le capitaine de son côté prend place à bord d'un des canots et abandonne le navire, ce qui est un fait relativement inhabituel. Par contre, on va avoir 17 personnes qui vont décider de rester sur la Méduse plutôt que de partir à bord soit du radeau soit des canots et qui, j'imagine, espéraient être secourues relativement rapidement. Sur ces 17 personnes, sachez que seulement 3 ont été retrouvées en vie, et je dis bien en vie entre guillemets parce que c'est un bien grand mot, le 26 août 1816, soit 52 jours après le naufrage. Mais revenons-en au moment où les canots... Chut, mais vraiment, genre tu me casses jamais autant les... Mais revenons-en au jour du départ des canots qui partent en direction de la côte, et si vous voulez, à ce moment-là, ils sont reliés
au radeau par des amarres, donc ils se sont tous accrochés les uns aux autres et surtout se sont reliés à la machine pour essayer de la tracter en direction de la côte. Sauf qu'assez vite, il va y avoir un incident qui va arriver. Selon les versions officielles, les liens qui rattachaient les canaux avec le radeau auraient été lâchés par erreur. Et si vous voulez, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un espèce de gros quiproquo, enfin tout le monde ne s'est pas bien compris. On a lâché les liens comme ça qui retenaient le radeau qui a commencé à partir à la dérive. Et à ce moment-là, il y a quand même très peu d'efforts qui sont fournis par les gens à bord des canots pour essayer de rattraper le radeau. Donc ils vont vite fait essayer de faire demi-tour et puis se rendant compte que c'est compliqué, ils décident de partir de leur côté pour rejoindre la côte. Comme vous le comprenez, à partir de ce moment, donc on va avoir deux chemins différents entre ceux qui étaient à bord des canots et ceux restés sur le radeau. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu le destin de ceux qui étaient partis en canot. On a premièrement le capitaine du Roi de Chaumareix qui ne s'en sort pas si mal puisque il va réussir à atteindre Saint-Louis au Sénégal après 4 jours quand même de rame très intensive. Évidemment, il n'était pas stupide, hein, il avait pris à bord de son canot tous les meilleurs rameurs et les plus forts pour pouvoir aller relativement vite. Et avec lui, il avait aussi le colonel Schmaltz, donc le gouverneur du Sénégal. Donc ils vont arriver là-bas et ils vont pouvoir finalement rejoindre l'Argus et l'Echo qui étaient arrivés entre temps hein, et les prévenir un petit peu de ce qui était arrivé. Et je pense que dans le lot, c'est vraiment ceux qui s'en sont le moins mal sortis. Par ailleurs, les autres canots vont pas forcément adopter la même stratégie que celle du capitaine, ils vont plus aller directement en direction de la côte pour essayer de tenter leur chance à pied, en longeant et en descendant à travers le désert. Et pour eux ça va être très compliqué puisque du coup ils vont errer pendant à peu près 15 jours comme ça dans le désert. Donc imaginez juste l'horreur sans vraiment savoir où ils se trouvent. Avec la chaleur, certains vont mourir de déshydratation, d'insolation. Ils vont être complètement brûlés, calcinés par le sable, par le soleil. Ils vont se faire attaquer par des caravanes de bédouins qu'ils croisent et puis ils vont carrément être capturés à un moment par des morts. Donc ça va être très compliqué et finalement au bout des 15 jours ils vont être sauvés pour ceux qui ont survécu à tout ça par un officier qui s'était lui-même déguisé en mort. Maintenant je vais vous raconter un petit peu plus en détail ce qui s'est passé à bord de la machine. Point de départ, les canots ont lâché les amarres et sont partis de leur côté. Le radeau s'est lui mis à dériver. À bord, je vous le rappelle, on a entre 150 et 160 personnes debout, les jambes dans l'eau, qui sont obligées de s'agripper les unes aux autres pour éviter de glisser ou de tomber à la mer et de se noyer. La première nuit, une tempête éclate à nouveau et c'est surtout le vent qui va poser beaucoup de problèmes puisqu'il va pousser les personnes et donc celles qui sont sur les bords du radeau vont basculer à la mer, beaucoup vont glisser, vont tomber dans l'eau, vont se noyer, d'autres vont être un peu projetés les uns sur les autres et même carrément au travers des planches et qui se brisent et se blessent du coup aux jambes. Et puis la deuxième nuit, c'est encore pire ce qui arrive puisque en fait il va y avoir un affrontement qui va éclater entre comme deux équipes qui se forment à bord de la machine, entre ceux qui se disent que de toute manière ils vont tous mourir et qui du coup essayent de casser le radeau parce que ils veulent pas en fait survivre trop longtemps. Enfin ils se disent en gros, si vous voulez, que plus ils vont survivre, plus ils vont faire durer leur peine et retarder le moment de leur mort qui est quand même inévitable. Et ceux qui du coup essayent d'empêcher ces personnes-là de détruire le radeau. Donc là il faut s'imaginer la scène sur cette espèce de radeau géant perdu au milieu de l'océan en pleine mer la nuit, donc la seule chose qui les éclaire c'est peut-être la lune et les étoiles. Ces gens, probablement en bonne partie ivres, qui vont commencer à se battre avec les armes qu'elles ont à leur disposition parce qu'elles avaient quand même emmené certaines des armes que transportait la Méduse. Donc il va y avoir des combats à coups de sabre, de haches, de machettes. Bref, c'est une hécatombe totale et au petit matin, il y a 69 cadavres sur le radeau qui sont principalement des soldats.
Après 4 jours en mer, il ne reste déjà plus que 75 rescapés sur la machine. Ils sont tous complètement assoiffés, affamés, leurs jambes sont dans un très mauvais état parce que vous imaginez, après autant de temps passé dans l'eau de mer, elles sont toutes boursouflées, toutes rouges, toutes presque purulentes. Alors le seul avantage que ça peut leur apporter, le fait d'avoir les jambes comme ça dans l'eau, c'est que ça maintient un petit peu leur corps hydraté, mais du coup ils souffrent quand même. Ils ont heureusement quelques réserves de vin qu'ils peuvent boire, mais bon, vous imaginez que c'est pas forcément la meilleure chose dans cette situation. Mais on va dire que le pire vraiment à ce moment-là, c'est la faim qui commence à se faire extrêmement forte et les passagers vont commencer, si vous voulez, à ronger, à mâcher ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire leur chapeau, leur ceinture en cuir ou les cordes. Et certains vont commencer à envisager et même à se résigner à manger les corps des cadavres de ceux qui malheureusement n'ont pas survécu jusque-là. On se retrouve là donc sur des actes d'anthropophagie, de cannibalisme que j'ai envie de décrire comme opportunistes, c'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui sont poussées à faire ça pour leur propre survie et qui n'auraient pas forcément consommé de la chair humaine dans d'autres circonstances. Ça c'est quelque chose qui évidemment nous choque beaucoup quand on le raconte aujourd'hui, hein, et je pense que c'était quand même très choquant à l'époque. Mais il faut savoir que visiblement, ça je l'ai appris en faisant ces recherches, c'était une pratique qui pouvait arriver. C'était très tabou, on n'en parlait pas, mais ça pouvait arriver notamment dans le milieu militaire visiblement, puisque si vous voulez, pendant toutes les guerres napoléoniennes, il y a beaucoup de soldats qui s'étaient retrouvés dans des circonstances assez similaires, où ils n'avaient pas vraiment le choix, où ils mouraient de faim et où ils étaient sur le champ de bataille avec absolument rien d'autre d'accessible finalement que le corps de leurs camarades et qui avaient pu déjà commettre ce genre d'acte de cannibalisme là. Et puis alors ne pensez vraiment pas que un espèce de sentiment d'entraide aurait pu émerger de cette situation-là sur le radeau. Plus les jours passent, plus les gens sont obligés de penser à eux et à leur propre survie. Et on va se retrouver à un moment où certains d'entre eux vont se réunir et se rendre compte que les dernières réserves de vin, qui étaient finalement la seule chose qu'ils pouvaient boire pour s'hydrater, va commencer à devenir très faible. Et ils vont alors former un espèce de conseil de guerre dont la conclusion va être de désigner un certain nombre des passagers qui sont jugés les plus faibles et qui ont de toute manière pas vraiment de chance de survie visiblement. Et qui du coup consomment du vin et donc de la boisson pour rien, pour eux. Et finalement il y a 12 personnes qui vont être désignées et qui seront jetées à la mer. Après quelques jours de plus, il ne reste désormais plus que 15 personnes en vie sur la machine et les naufragés ont un petit peu essayé de réaménager le radeau. Ils ont remis des choses en son centre pour essayer de surélever et de plus être complètement dans l'eau. Ils ont construit aussi comme une sorte de tente pour se protéger du soleil. Et au 12e jour de dérive, les survivants ont réussi à démonter certaines parties de la machine pour construire un plus petit radeau, ce qui leur permettrait de se mettre dessus et surtout qu'il soit plus maniable pour essayer de reprendre la direction de la côte et finalement d'atteindre la terre ferme. Le problème c'est que au moment où ils mettent ce nouveau petit radeau à l'eau, eh bien il va couler tout droit. Le 17 juillet 1816, soit après 13 jours sur leur embarcation, les naufragés du radeau aperçoivent enfin au loin la voile d'un bateau. Ils hurlent, ils agitent tout ce qu'ils peuvent, leurs vêtements pour essayer d'être repérés, mais tragiquement, le bateau ne les voit pas et il continue sa route et repart. Heureusement, quelques heures plus tard, ce même navire réapparaît. Il s'agissait en fait de l'Argus qui était en train de sonder un petit peu toute la zone parce qu'il était à la recherche de la machine et de ses rescapés. Cette fois, il se dirige bien vers eux et les 15 survivants seront récupérés. Malheureusement, sur ces 15 survivants, on en a encore 5 qui vont décéder très rapidement après leur arrivée à Saint-Louis au Sénégal d'épuisement. Tout simplement. Donc au final, seules 10 personnes auront survécu sur les plus de 150 qui se trouvaient initialement sur la machine.
En France, lorsque les journaux vont relater ce drame, la réaction du peuple va être extrêmement forte et violente. Le capitaine du roi de Chaumareix est détesté mais haï au plus haut point. Il va devenir un petit peu aussi le symbole et la figure qui va être utilisée par tous les ennemis de la monarchie. Le capitaine du roi de Chaumareix sera jugé à Rochefort pour plusieurs choses. Premièrement pour sa responsabilité dans le naufrage de la Méduse, mais également pour sa gestion ou sa non-gestion finalement de tout ce qui s'est passé ensuite, et notamment pour l'abandon de ces hommes sur le radeau. Le procès ne parviendra malheureusement pas à apporter une vraie réponse à la question de savoir si le largage de la machine était réellement accidentel ou si c'était quelque chose de volontaire. Quoi qu'il en soit, en mars 1817, Hugues du roi de Chaumareix est dégradé de son titre militaire, on lui retire toutes ses décorations et il est condamné à 3 années d'emprisonnement au fort de Ham entre 1817 et 1820. Il vivra ensuite les 25 années suivantes, soit jusqu'à sa mort, cloîtré chez lui et détesté de ses voisins. Et ce qui est vraiment tragique, je trouve, c'est que son propre fils finira par se suicider tellement c'était difficile de porter ce nom. 3 ans après le naufrage, en 1819, le peintre Théodore Géricault dévoile son œuvre, un tableau intitulé Le radeau de la Méduse. C'est une œuvre qui ne va clairement pas passer inaperçue, qui va faire énormément parler d'elle et qui va aussi permettre à Théodore Géricault de gagner beaucoup en célébrité. Alors, pas forcément que en bien, en tout cas il y aura beaucoup d'attention médiatique sur lui, mais l'œuvre est quand même très controversée, donc il y a des personnes qui l'adorent et des personnes qui la détestent. C'est un tableau vraiment immense qui mesure près de 7 mètres sur 5 et qui se trouve désormais au Louvre. Je vous invite vraiment à aller le voir quand vous le pourrez et si vous le pouvez, puisque bien entendu pour l'instant c'est pas trop le moment, mais vraiment ça fait partie de mes œuvres préférées du Louvre, je le trouve extrêmement impressionnant. C'est une œuvre qui est très connue pour son engagement, pour toutes les choses qu'elle dénonce, mais aussi pour son réalisme saisissant. Il faut savoir que Théodore Géricault, il s'est énormément investi dans toutes les recherches qu'il a fait pour faire ce tableau. Il a notamment collaboré avec plusieurs des survivants qui étaient vraiment présents à bord de la machine, notamment Alexandre Coréard et Henri Savigny, qui lui ont raconté tout ce qu'ils avaient vécu à bord de ce radeau-là. Il a aussi fait venir plusieurs des naufragés dans son atelier pour poser sur une maquette grandeur nature du radeau qu'il avait lui-même construit. Et puis il a aussi étudié de très près les cadavres et les restes humains, notamment grâce à un de ses amis qui était médecin à l'hôpital Beaujon, qui lui avait permis d'accéder et de visiter la morgue, mais qui lui a carrément même permis d'emporter avec lui certains membres humains. Donc on parle surtout de pieds, de bras et même d'une tête décapitée visiblement, qu'il avait donc rapporté à son atelier et qui lui permettait de les avoir directement sous la main pour pouvoir peindre des choses vraiment très ressemblantes. Ses voisins de l'époque avaient d'ailleurs décrit la puanteur et l'odeur mais vraiment pestilentielle qui émanait de son atelier de peinture. C'est une anecdote qui est vraiment très glauque mais que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle représente très bien l'image que je me fais de l'artiste ultra perfectionniste qui va vraiment jusqu'au bout des choses pour l'art. Et vraiment tous ces efforts-là, ils ont été récompensés puisque aujourd'hui encore, le radeau de la Méduse fait partie des tableaux les plus connus au monde. Et j'avais envie de vous parler de cette histoire parce que je trouve ça très beau finalement, le fait que c'est grâce, je pense, à cette œuvre d'art que cette histoire qui est un fait divers dramatique n'est pas complètement tombée dans l'oubli. On en parle encore aujourd'hui parce que ce tableau existe et parce que ce tableau est une œuvre absolument incroyable. Et finalement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, enfin je crois. L'art permet de garder en mémoire beaucoup de tragédies finalement, que ce soit des affaires criminelles ou des drames, en tout cas tous ces faits divers très glauques. Et on le voit encore aujourd'hui. Alors à l'époque c'était avec les tableaux, avec des sculptures. Aujourd'hui ça sera peut-être plus au travers de la musique ou du cinéma ou même des séries. Mais moi personnellement je suis assez touchée par le fait de voir que certains artistes parviennent à sublimer l'horreur et finalement en faire quelque chose pour que au moins on n'oublie pas toutes ces victimes.
Voilà donc pour l'histoire du radeau de la Méduse, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être permis d'apprendre des choses et de découvrir certaines parties de notre histoire. Moi en tout cas j'ai appris des trucs que je connaissais pas forcément en faisant toutes mes recherches et j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant. Peut-être que j'essaierai de refaire des formats un petit peu comme ça où finalement je parle pas forcément d'une affaire criminelle. Quoique, hein, parce que, je sais pas, vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires, mais moi je suis à peu près certaine que si la machine a été larguée comme ça en pleine mer, c'était pas une simple coïncidence. Mais voilà, je trouve que c'est super intéressant en fait de pouvoir aborder un événement comme ça, qui soit criminel ou en tout cas un fait divers très glauque et dramatique, au travers d'une œuvre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Et puis à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis ça m'encourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon travail. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent mes vidéos sans être abonnés. Donc c'est pas grand chose pour vous, mais pour moi ça peut vraiment changer pas mal les choses. Et je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout. Moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.